de candidats. Alors, en toute logique, ce que nous proposons pour l'Assemblée constituante, par exemple, on n'a pas déterminé le nombre de gens qui devraient être élus. Il faudra que ça soit paritaire. Et les femmes vont apporter, je rajoute quand même brièvement, les femmes vont apporter dans ce débat-là auquel, malheureusement, parfois, elles participent un peu moins ou elles en sont moins les porte-parole, hein, vous aurez remarqué. Et moi, je pense que c'est dommage parce que j'ai fait la campagne de 95, j'ai beaucoup été dans des assemblées où il y avait plein de femmes, c'était ça l'idée, et elles apportent dans tout ce débat-là des préoccupations assez intéressantes et très terre-à-terre finalement. Les femmes, souvent, vont être préoccupées de « OK, mais qu'est-ce qui va arriver à ma famille, à ma communauté? » Les femmes, souvent, vont se demander est-ce que toutes les divisions que ce projet-là entraîne, parce que oui, il en entraîne, il faut quand même le reconnaître, est-ce que ces divisions-là dont on ramasse les morceaux après, souvent, nous les femmes, on essaie de recoller, on essaie de réconcilier dans le temps des fêtes et toutes ces choses, est-ce que le jeu en vaut la chandelle? C'est souvent comme ça que les femmes m'ont posé la question. Des femmes peut-être d'un certain âge, c'est peut-être moins le cas des jeunes femmes, mais c'est vraiment de me dire, là, regardez, Mme David, là, moi, je voudrais bien être sûre que ça vaut la peine parce que je le sais ce que ça va faire de division, de déchirement, etc. Alors ça, c'est un point de vue que j'entends peu chez les ténors souverainistes avec qui j'ai eu souvent l'occasion de discuter. Il y a moins ce genre de préoccupation. Donc, c'est super intéressant et important que les femmes participent à l'ensemble des débats autour de l'avenir politique du Québec. C'est extrêmement important parce qu'ensemble, hommes et femmes, on va avoir des points de vue différents, des perspectives différentes, puis il me semble qu'on va y arriver ensemble. Madame, oui. Je sais que le Parti Québec solidaire croit à la représentation proportionnelle. C'est dans votre programme. On ne va pas y arriver tant qu'on ne se présentera pas de façon coalisée des forces nationalistes à arriver à un gouvernement représentatif de ce que nous sommes comme communauté, comme pays. On est déjà gouverné par une minorité d'individus qui sont anti-québécois et qui sont néolibérales plus qu'elles ne l'ont jamais été. Est-ce que vous seriez prêts aux prochaines élections à faire des ententes pour qu'on arrive, après cette élection-là, à former des gouvernements plus représentatifs de ce que nous sommes? Mais il y a plusieurs questions dans votre question, en fait, puis vous n'êtes pas simple, là, alors je ne le serai pas moi non plus. Parce qu'on peut pas, il n'y a pas de truc simpliste là-dedans, puis heureusement. Bon, d'abord, je suis obligée de dire, puis vous pouvez vérifier, je dis la vérité, le Parti québécois a eu dans son programme pendant 20 ans l'aspiration à avoir un mode de scrutin proportionnel. Cet élément de programme a disparu en 2011, pour une raison que j'ignore, puisque je n'étais pas présente au débat. Bon, alors là, il y a un problème. En ce moment, là, à l'Assemblée nationale, il y a Québec solidaire qui défend l'idée d'un nouveau mode de scrutin qui introduit une part de proportionnalité. La CAQ l'avait, je ne sais pas s'ils l'ont encore, en tout cas, ils n'en parlent pas fort. Bon, alors on fait quoi avec ça? Il va falloir, je pense, élire un gouvernement qui va être prêt à se battre puis à travailler avec la population pour avoir un nouveau mode de scrutin. Et moi, ce qui me frappe, c'est qu'à chaque fois que j'ai l'occasion, dans des conférences et tout, d'expliquer à quoi ça peut ressembler un mode de scrutin proportionnel, mais il faut que j'aie du temps. Et là, les gens, ils comprennent très bien, puis habituellement, ils font « mais oui, c'est vrai, ça serait vraiment intéressant », bon, puis ils savent que ça se fait dans d'autres pays, etc. Mais pour le moment, là, en dehors de Québec solidaire, il n'y a personne qui fait ce travail-là, au plan politique, parce qu'il y a des mouvements sociaux. Bon, alors ça, c'est la première partie de réponse à votre question, donc c'est pas facile. Mais la deuxième partie de votre question, c'est, là, on est gouverné, il est vrai, par un gouvernement extrêmement néolibéral. Quelqu'un m'a dit hier en riant,
C'était une blague, là, OK? Cette personne-là m'a dit que je pensais jamais j'en reviendrais à regretter Jean Charest. Mais c'est parce que c'était déjà pas drôle. Là, c'est franchement catastrophique. Je pense qu'on s'entend là-dessus. Là, les mesures d'austérité sont épouvantables, sans compter les chambardements terribles dans le système de santé, etc. Des choses que vous savez. Donc, c'est évident qu'on aurait bien envie de battre ce gouvernement à la prochaine élection. Comment? Moi, ce que j'ai envie de dire aux gens, c'est, écoutez, si cette fois-là, là, vous ne voulez pas juste battre un gouvernement, mais que vous voulez un changement véritable à gauche, on peut discuter, là, mais à gauche, là, avec des gens épris de justice sociale pour vrai et qui ne feront pas de compromis dès la 3e minute où ils vont gouverner, mais il y en a une solution. C'est devenez collectivement membre de Québec solidaire, venez travailler avec nous, puis on sera élu la prochaine fois. Ça a l'air fou un peu de dire ça, mais c'est pas si fou que ça. Hein? Il y a juste comme l'essayer pour savoir si ça peut marcher. Je vous rappelle que le PQ en 73 avait 5 députés et gouvernait en 76. Il y a des choses qui se voient dans l'histoire des fois, là, des espèces de petits bons historiques. Alors pourquoi on ne serait pas capable, nous? Ça, c'est une solution. Je sais bien que ce n'est pas exactement celle dont vous me parliez. Vous aviez plus l'air de me dire, pourquoi pas une sorte de coalition souverainiste. Mais là, il y a 2 écueils. Le premier, c'est celui du mode de scrutin. Une coalition pour faire quoi au juste? Là, échanger des comtés, se dire, OK, je présente personne dans tel comté, toi t'en présentes. En tout cas, on a essayé d'avoir un petit peu de discussion là-dessus en 2012, où je ne sais pas aller très loin, bien honnêtement. C'est beaucoup plus compliqué qu'on pense. Et puis, je ne veux pas trop me mêler de la course à la chefferie au Parti québécois, là, puis en général, on se tient un peu tranquille parce qu'après tout, ça appartient au Parti québécois, ça ne nous appartient pas à nous. Mais si le Parti québécois décide de se donner M. Pellado comme chef, je veux juste vous signaler que le Parti québécois fait un choix, là, lourd, important, qui lui appartient. Mais c'est certainement pas celui d'un virage à gauche. J'arrête là. Juste pour vous dire que je ne suis pas sûre que ça facilite beaucoup les coalitions. J'ai une question cachée ici. Oh, cachée. J'ai entendu durant les élections précédentes que la souveraineté n'est ni de droite ni de gauche, elle est devant. Sans dire qui je sais. Mais vous semblez vraiment indissocier gauche et souveraineté. Toutefois, je suis dans l'électorat avec des personnes qui ont une vision de droite, mais qui sont souverainistes. Comment le Sénat fonctionne là-dessus? Aller chercher un autre électorat qui n'est pas nécessairement des personnes de gauche. Très bonne question. Et comme la célèbre phrase a été dite publiquement, c'est pas grave de dire que c'est Bernard Landry qui l'a avancé, parce que ça fait plusieurs fois que M. Landry le dit. Il me l'avait dit à moi privément il y a 15 ans. Il n'a pas changé d'idée. Elle n'est ni de droite ni de gauche, mais en avant. Moi, ce que je dis, c'est la souveraineté. Je veux bien qu'elle soit en avant, mais je voudrais quand même que ce projet de pays ait un sens. Je conçois que si on veut rallier la majorité de la population, ce sens-là ne peut pas d'emblée être extrêmement à gauche ou extrêmement à droite. Ce que je veux quand même dire, c'est que je pense qu'on ne convaincra pas la population du Québec d'aller vers la souveraineté uniquement en faisant ou bien des opérations comptables et ou, bien sûr, en parlant de langue et de culture. Tout ça, ça a été essayé. Moi, je pense qu'il faut défendre un projet de pays, peut-être pas à gauche toute. Québec solidaire est capable de discuter avec le monde aussi, là, mais certainement, en tout cas, dans le sens de valeurs fondamentales qu'il me semble que nous partageons au Québec, même si après ça, dans les stratégies, ça peut différer. Alors, vous voyez que ma position, c'est pas archi-tranché à gauche toute, à droite toute. Oui, il faut rallier, mais franchement, là, on n'est pas capable de rallier les gens, là, la majorité des gens au Québec, disons, autour d'éléments de valeur ou d'orientation comme la justice sociale et fiscale. Hein? Une justice où
où au niveau fiscal, il y a une progressivité réelle, puis que chacune fait vraiment sa part. Ça, là, dans tous les sondages, la majorité des gens sont d'accord avec ça. OK? Et j'en aurais plein d'autres, là. Un Québec qui croit que l'avenir du Québec, c'est pas dans la destruction de nos eaux, de nos terres, de nos paysages. Je pense qu'on rallierait plein de monde. Un Québec où on s'occupe de lutter contre les inégalités et de protéger les gens les plus vulnérables. Y a-t-il vraiment des gens qui sont contre ça? Moi, je suis certaine qu'il y a moyen de rallier l'égalité entre les hommes et les femmes, bien sûr. J'ai fait exprès de ne pas le dire en premier parce qu'on le galvaude tellement depuis quelques années. Mais c'est important. Un Québec inclusif, un Québec qui accueille autour d'un tronc commun de valeurs communes, permettant aussi l'expression de la diversité des richesses culturelles. Il y a vraiment moyen de rallier autour d'un beau projet de pays, là, plus à gauche qu'à droite, en tout cas. Moi, je suis d'accord avec vos idées, sauf qu'avant de pouvoir faire une assemblée constituante, avant de pouvoir faire tout le projet qui sont franchement une loi, à mon avis, c'est que ça prend une place au gouvernement. Pour pouvoir avoir une place au gouvernement, c'est ce qu'elle forme que toutes les forces qui désirent avoir un projet commun, soit le pays, puissent se concentrer sur les zones sur lesquelles ils sont les plus forts. Entre autres, vous, si c'est sur l'île de Montréal, dans ce point-là, c'est de forme que vous puissiez vous concentrer sur ces points-là sans nécessairement dépenser dans votre campagne à des places où le véhicule est plus fort. Puis ensemble, vous pourriez bâtir un projet. Je peux être pour l'Assemblée constituante, je suis d'accord avec l'art de Québec solidaire. Mais je vais présenter à l'intérieur d'un parti qui serait avant tout souverainiste pour développer le pays. Développer entre autres autour des valeurs de tout le monde, à quelque part dans la transition. Comme ça, vous pourriez affirmer, même sans se mêler de la campagne que vous seriez prêt à faire partager les tâches avec le PQ si jamais il y avait quelqu'un au PQ qui était prêt à faire pour avant tout ça, la souveraineté, avant les projets de droite ou de gauche. Mais dans le fond, vous me posez la même question que monsieur, puis vous êtes sans doute un certain nombre à partager ce point de vue-là, puis je peux vous dire que je l'entends souvent, y compris quand je fais mon épicerie. Ça, c'est sûr et certain, parce que, voyant ce qui se passe en ce moment, il y a ça aussi, là. Il y a plein de gens qui disent, et là, Mme David, là, il faut vraiment que toutes les personnes de bonne volonté se mettent ensemble parce qu'il faut battre ce gouvernement-là aux prochaines élections. Je ne peux pas imaginer comment je comprends tout ça, là, parce que moi, j'y suis à l'Assemblée nationale, puis c'est pas très drôle tous les jours. Donc, je comprends très bien, puis je comprends qu'en ce moment, sur le terrain, il y a plein de conséquences qui sont dramatiques, là, vécues par les gens à cause des politiques d'austérité. Mais encore une fois, je suis obligée de vous dire qu'on a un mode de scrutin qui vraiment ne nous aide pas du tout à faire ce que vous suggérez, qu'on est le seul parti à l'Assemblée nationale à en vouloir un autre. Je suis obligée de vous redire que, je ne sais pas, là, mais si la tendance se maintient et que le Parti québécois décide de se donner comme chef l'un des hommes d'affaires les plus impitoyables du Québec, moi, j'ai un problème. Et Québec solidaire, ça, je veux quand même vous le dire aussi, oui, je comprends, les apparences sont contre nous, là, nos 3 députés sont montréalais. Je veux quand même vous dire qu'on a des membres et des associations dans toutes les régions du Québec, y compris ici à Sherbrooke, y compris un QS Campus, et que notre espoir à nous, clairement, là, c'est de devenir le principal parti souverainiste et de gauche au Québec. C'est ça qu'on veut faire. On ne veut pas rester éternellement, et je suis certaine d'ailleurs qu'on va y arriver, on ne sera pas éternellement le petit parti qu'on aime bien parce qu'après tout, il dit des choses intéressantes, mais pour lequel on ne pense pas toujours voter parce qu'on a des habitudes. Nous autres, ce qu'on aimerait vraiment, là, c'est de trancher un peu dans les habitudes, de changer, on est capable de changer. Puis peut-être que l'alternative, ben ça serait nous. Je ne peux pas faire autrement que de vous le dire parce que c'est vraiment ce que je pense, c'est vraiment à ça que je travaille. On va prendre une série, là. Madame, monsieur, madame, monsieur. Des questions courtes, des réponses courtes, c'est ce qu'on aime, OK? Donc, Les prochaines élections, ce sont les élections fédérales. Est-ce que Québec solidaire va prendre position pour un parti? Et si oui, lequel? Le NPD? Alors la réponse c'est non, nous ne prendrons pas position.
Nous allons plutôt suggérer aux gens, comme on le fait à chaque élection fédérale, d'y aller en votant sur la base de leurs valeurs. Chaque personne sait pour elle-même là, quelles sont ses valeurs profondes, quelles sont les idées qu'elle veut défendre, et les gens décideront pour qui ils veulent voter. Bonjour, je voudrais saluer Mme Pigot en passant. Madame David, je suis tout à fait d'accord avec vous. Je pense que le processus qui va nous amener à l'indépendance de l'État doit passer par la souveraineté du peuple, par une assemblée constituante où la population va s'asseoir ensemble afin de définir le projet de société qu'on va se donner dans un Québec indépendant. Une petite question rapide. Est-ce que vous connaissez le projet qui existe en ce moment à travers le Québec qui s'appelle l'Assemblée constituante provisoire du Québec, qui est un exercice, une pratique générale afin d'expliquer aux gens les concepts de l'Assemblée constituante? Et deuxièmement, est-ce que vous envisageriez une possibilité, si tous les partis indépendantistes s'engageaient solennellement, tous les candidats à travers le Québec s'engageaient solennellement à convoquer une Assemblée constituante non partisane? Au niveau du tirage au sort, au niveau du suffrage universel, il faudrait voir, là, mais peut-être. Alors, s'il y avait un engagement solennel de tous les candidats, de tous les partis indépendantistes qui s'engageraient solennellement, est-ce que vous pourriez regarder à ce moment-là, peut-être de faire un pacte de non-agression dans 5 ou 6 comtés qui sont résolument... Alors, la première question, oui, j'ai entendu parler de cet exercice-là, mais pour être franche, pas dans les derniers temps, donc s'il y a des mises à jour à faire, il faudra m'écrire. Ça s'appelle l'Assemblée constituante provisoire du Québec. Et pour ce qui est de la deuxième question, je vous rappellerai qu'en 2012, puis ça va être comme ça que je vais vous répondre, il y avait eu une espèce de grand front commun citoyen, 15 000 personnes, je pense, avaient signé une sorte de pétition là, demandant au Parti souverainiste de s'allier pour, à l'époque, on est en 2012, printemps érable, les élections sont déclenchées en août, donc l'idée c'était battons les libéraux. Alors, on nous avait imploré énormément de s'allier, de se mettre d'accord et tout. Et là, à Québec solidaire, on avait dit, on serait prêt à avoir des discussions avec le Parti québécois, mais on va poser certaines conditions préalables. Il doit s'engager à défendre clairement un nouveau mode de scrutin faisant place à la proportionnelle. Puis il y avait 2 ou 3 autres conditions, mais pas excessives, là, franchement. En fait, on avait pris soin de prendre une majorité. Il y avait au total, je pense, 5 conditions. 4 étaient dans le programme du PQ, donc on se disait, ça devrait aller. La 5e, c'était le mode de scrutin proportionnel. Le PQ a refusé. Ça a été la fin des discussions. Alors voilà, c'est là qu'on en est. Mais là... Après, j'ai entendu une certaine personne dire qu'on avait perdu un référendum à cause du vote ethnique. Comment Québec solidaire veut impliquer les gens de communauté culturelle à s'intéresser à la question de l'ethnie? Très bonne question. D'abord, lorsque cette phrase a été dite, et en tout respect pour M. Parizeau, qui est quelqu'un que globalement j'aime bien, mais en tout respect pour M. Parizeau, je pense que ça a été une phrase assez catastrophique. J'avais autour de moi des personnes de communauté culturelle qui avaient voté oui ce soir-là, qui pleuraient à chaudes larmes. C'était pas vraiment sympathique. Et en plus, c'était faux. Moi qui ai vécu toute la campagne référendaire, je peux vous dire qu'il n'y a pas beaucoup eu d'efforts pour aller tenter de rallier les gens des communautés culturelles. Puis je peux vous dire que si certaines régions, 98% francophones, à peu près pas de personnes immigrantes dans ces régions-là, avaient voté oui, le oui serait passé. Je n'aimerais pas y régions. Je chercherai. Alors, c'est impératif, là. On n'a juste pas le choix. C'est essentiel de rallier autour de la cause souverainiste des personnes vivant au Québec, installées au Québec. Leurs enfants vont naître au Québec et ces personnes-là viennent de d'autres pays. Et là, nous voient avec ce débat et se demandent, normalement, c'est tout à fait normal, attends, moi, le Canada vient de m'accueillir, je vais avoir ma citoyenneté canadienne. Est-ce que je devrais appuyer la souveraineté? Moi, je trouve que c'est normal de se poser la question, surtout quand on est un immigrant première génération. Dans la deuxième génération, ça change beaucoup, hein? C'est complètement différent. Alors, notre façon à nous de travailler,
c'est d'être présent sur le terrain. Il y a beaucoup, beaucoup de personnes de communautés culturelles, particulièrement à Montréal. On est très présent dans des quartiers où il y a ces personnes. Dans tous les débats qu'on a eus depuis 2006-2007 à peu près, là, sur les accommodements suivis de la laïcité, suivis de la Charte des valeurs, Québec solidaire a eu un positionnement fermement en faveur de la laïcité et fermement en faveur de l'inclusion. Et je peux vous dire que ça a été reçu de façon très favorable parmi les personnes de communautés culturelles. J'en côtoie plusieurs et il y en a qui m'ont dit bien, heureusement que vous avez fait ça comme ça parce que la souveraineté, je commençais à m'y intéresser, mais là, je me disais, si c'est pour être ça, ben non, moi, j'ai l'impression que je ne suis pas dans le gang. C'est comme si on me disait que je ne suis pas chez moi ici. Alors, ça a été dur ce débat-là l'année passée. Un autre jour, là, si vous m'invitez, on pourra en reparler, mais moi, j'ai trouvé que c'était un débat, voilà un débat très déchirant et très difficile et où un certain nombre de gens se sont vraiment sentis exclus. Alors, je pense que la façon de travailler quand on est souverainiste, c'est d'être avec, d'aller voir, d'aller entendre, écouter, dialoguer et de répéter sans cesse que ce pays-là, c'est le pays de tout le monde. On va prendre vous, comme vous l'avez dit. Après ça, il reste deux questions, de temps pour deux questions. Donc, monsieur, puis ensuite, madame Fond. Après ça, ça va être vous. Je suis désolée, mais il y a possiblement un cours après dans votre part. C'était rapidement. Bon, on passe à temps. Oui, madame David me demandait, je sais que il y a une majorité de Cataloniens qui sont prêts à être indépendants parce que c'est la province la plus riche d'Espagne. Puis il y a eu une majorité, quelques Écossais qui étaient très indépendants pour l'abondance de pétrole en Écosse et les Sud-Soudanais aussi pour le pétrole, les entreprises de pétrole. Et dans notre cas au Québec, on sait que il y a une abondance d'hydroélectricité. J'ai écouté une vidéo de M. Pellado en train de critiquer l'inaction du gouvernement Couillard face à l'idée de vente de pylônes à des entreprises étrangères, je ne sais pas, belges ou de Turquie. Pensez-vous alors que l'idée de contrôler nous-mêmes nos ressources, y compris l'hydroélectricité et nos pylônes, pourrait mobiliser les Québécois pour être indépendants? Ben, il faut quand même dire que Hydro-Québec, c'est quelque chose qui existe déjà. C'est une société d'État. On a nationalisé les ressources en hydroélectricité. René Lévesque a fait cette chose formidable en 1962. Donc, bien sûr qu'on doit s'en servir comme un levier et on doit se dire collectivement tout ce qu'on est capable de faire avec cette hydroélectricité, entre autres en matière de transport individuel et collectif. Donc, oui, c'est un levier économique extrêmement important, ce qui ne veut pas dire que je serais favorable à encore construire d'autres barrages sur les dernières rivières sauvages du Québec. Je pense qu'à un moment donné, il y a aussi une limite. Et là, il faudrait discuter de tout le dossier énergétique, qui est toute une autre question dont on ne discutera pas parce que ça serait trop long. Mais il y a des grands débats à faire aussi autour de ça. Mais oui, c'est un excellent levier. Court commentaire sur une question. Un commentaire, c'est moi qui suis souverainiste ici à l'Assemblée constituante. Sinon, d'un point de vue pragmatique, je trouve que oui? ça ne serait pas très pertinent de faire la souveraineté CCPQ qui va faire la Constitution pour les années et les années. Commentaire. Question vraiment, quelle est la place des Autochtones dans un pays de En 2 minutes, hein? Bon, je vais faire ça, là. Je vais être obligée de tourner les coins ronds parce que c'est une question super importante, vaste, pas simpliste, mais le temps manque. Donc, je veux quand même vous dire que dans un congrès, nous, déjà en 2009, congrès extrêmement important sur la question nationale, sur les questions autochtones, etc., avec présence du président de l'Assemblée des Premières Nations. C'est pas le président qu'on dit, c'est le chef de l'Assemblée des Premières Nations, M. Picard. On a adopté à Québec solidaire la reconnaissance pleine et entière du droit à l'autodétermination des nations autochtones vivant en territoire québécois, allant jusqu'à la sécession, ce qu'ils ne voudront globalement probablement pas faire, mais le droit leur est reconnu. Parce qu'après tout, si on se le reconnaît à nous, comment est-ce qu'on peut ne pas le reconnaître aux autres? Et donc, on a, dès notre création,
adopter avec les nations autochtones des rapports de nation à nation. C'est tout le temps comme ça qu'on veut fonctionner. On a des rapports avec l'Assemblée des Premières Nations, on a des rapports avec Femmes autochtones du Québec, qui est ce regroupement de femmes de toutes les nations. On a défendu l'idée que le Québec appuie la Déclaration des peuples autochtones aux Nations Unies. On l'a défendu fortement. Ça s'est fait finalement in extremis. Le Québec et le Canada ont signé cette déclaration. Donc, c'est vraiment comme ça qu'on le voit. On partage un territoire. On pourrait se dire plein de choses là, sur l'histoire, mais je n'ai pas le temps de le dire. Mais là aujourd'hui, au 21e siècle, on partage un territoire. Il faut être prêt à le partager pour vrai. Ça veut dire que, et je finis avec ça, s'il y a une ressource génératrice d'argent qui est découverte en territoire autochtone, occupée en ce moment par les peuples autochtones, on peut parler de mines d'or, mettons, un exemple, bien, c'est clair qu'il faut se dire que les premiers bénéficiaires des profits issus de cette ressource doivent être les peuples autochtones vivant sur ces territoires. Mais vous comprenez que ça a l'air simple comme ça, là. Moi je vous dis ça de même, puis on est bien, bien loin du Grand Nord ici. Mais vous comprenez que pour les gens de l'Abitibi, du Saguenay, de la Côte-Nord, ces débats-là sont beaucoup plus houleux. Parce que, comme j'ai déjà vu quelqu'un dire dans un film français assez drôle, c'est bien facile de ne pas être raciste quand tu ne vois jamais d'immigrants. Je disais ça à quelqu'un d'un beau quartier, tu sais. Alors, c'est assez facile jusqu'à un certain point de débattre de rapports de nation en nation avec les peuples autochtones quand on n'est pas confronté au jour le jour avec un vrai partage, là, pour vrai, dans la réalité, là, de terre, de forêt, de rivières et peut-être de mines. Fait que ça va vraiment prendre de respirer par le nez, tout le monde, mais fondamentalement, oui, de se dire que les nations autochtones ont des droits et que ça, c'est inaliénable. Et après, tout est matière de discussion, négociation. Ça ne sera pas simple, mais si on y met un peu de cœur des deux côtés, on devrait y arriver. Oui, l'enjeu de la sécurité nationale ressort beaucoup ces temps-ci. Je voulais savoir, c'est quoi les positions, les mesures que Québec solidaire préconise pour assurer la sécurité du Québec? Vous me posez vraiment des petites questions simples. Et réponses courtes, tu sais. Écoutez, on ne se cachera pas qu'il y a certains événements qui viennent nous troubler, puis parfois même nous bouleverser. Et là, je pense à tous les événements de l'automne, je pense à Charlie Hebdo. Bon. Puis on ne fera pas semblant que ça n'existe pas. Mais ce que je veux vous dire clairement, par contre, du point de vue de Québec solidaire, c'est que la réponse n'est pas dans un délire sécuritaire qui fait tellement l'affaire du premier ministre du Canada parce qu'il va en faire un élément électoral. Faire peur au monde pour après ça les espionner le plus possible. Il n'est même pas capable, vous l'avez vu ça, de dire à Elisabeth May du Parti vert du Canada, il n'est même pas capable de lui dire, ben non, c'est pas les groupes écologistes là, qui sont visés. Fait que, attention, sous prétexte de sécurité, il faudra se poser la question suivante. Est-ce qu'on va finir par espionner, surveiller, vouloir encadrer tout ce qui dérange, y compris des écolos, y compris des étudiants, etc. Attention. Donc, oui, il ne faut pas être idiot, là. On est content quand un attentat est déjoué. C'est clair. Mais attention au délire sécuritaire qui remplace, en fait, ce qui serait beaucoup plus important, c'est la prévention de toutes les formes d'intégrisme et de radicalisation. Ça, c'est l'emploi, c'est l'éducation, c'est le travail dans les communautés, avec les familles, c'est l'inclusion. Ça, si on ne s'y attaque pas, là, si on ne le fait pas pour vrai, là, ben, le délire sécuritaire, il ne résoudra pas grand-chose parce qu'on va quand même pas se mettre à espionner chaque citoyen, citoyenne du Québec et du Canada. Là. On va devenir fou, là. Alors, la prévention, la prévention, la prévention. Merci, Mme la ministre.